Je vous remercie d'être là, peut-être un peu moins nombreux qu'on l'était en première semaine, mais ça s'explique pour plein de raisons. Voilà, vous êtes d'autant plus remerciés pour ceux qui ont pu malgré tout se libérer pour ce second volet, mais un second volet qui de toute façon repartira de certains points clés qu'on avait déjà commencé à présenter. Donc pour ceux qui n'auraient pas été présents au premier volet, donc ils se rassurent. On va repartir en fait de ce questionnement qui est introductif, puisqu'il y aura sans doute une série de conférences qui seront développées par rapport à ces conférences introductives, qui prennent pour questionnement cette question de la culture occidentale et de sa naissance. Et ce lien là que je fais en image avec le monde, puisqu'on voit effectivement l'Europe, mais surtout la globalité du monde présentée là sous sa forme sphérique, vue de l'espace. Et bien, ce monde vu de l'espace, totalisé de manière abstraite, en fait, il s'invente en Europe, au niveau du pourtour méditerranéen, et plus précisément en Grèce. Et c'est ce commencement grec qu'on va continuer d'interroger en fait, en étudiant précisément en fait, ce temple que vous voyez là au sommet de l'acropole, dans une vue qui est une peinture qui reconstitue ce que pouvait être l'acropole au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc moment de l'avènement de la démocratie, mais aussi moment de plein d'autres révolutions, notamment la révolution philosophique et d'autres, comme celle qui a comment dire, qu'on continue de connaître avec, par exemple, le théâtre. Et on va voir comment ces révolutions, d'ailleurs, sont liées. Ces révolutions inventent un nouvel espace, et le Parthénon, à la fois pourrait être représentatif de ces inventions, et en même temps, il a un pied complet dans la tradition, au sens où c'est un temple qui a d'abord une fonction religieuse. Et donc, on va commencer par repréciser certaines données historiques quant à l'avènement de ce temple, qui a subi plusieurs rebondissements dans son histoire, puisque en fait, tel que nous le voyons ici reconstitué, c'est en fait une troisième étape de plusieurs projets qui se sont succédés. Je vais vous faire la lecture là, de l'image, qui refixe un petit peu le cadre historique de ce temple, de ce Parthénon. Vers le 6e siècle, les premiers temples apparaissent sur l'acropole. À l'acropole, par rapport à la ville d'Athènes qui commence à se développer, c'est la partie la plus haute, c'est la colline, c'est la ville haute. Et à son point le plus élevé, on va édifier un premier Parthénon. Donc avant cela, l'acropole, du fait de sa situation particulière, d'être une colline qui permettait de voir arriver les assaillants, était en fait une citadelle protégée par une muraille qui servait d'abord de refuge à la population. Simplement, en moins 556, la première procession des Panathénées, sur lesquelles on reviendra, c'est-à-dire des fêtes qui revenaient tous les 4 ans en l'honneur de la déesse fondatrice d'Athènes. On avait parlé déjà d'Athéna, fondatrice d'Athènes. À l'occasion des processions en son honneur, où en fait avaient lieu des sacrifices, en fait c'était affirmer la fonction religieuse du lieu. Mais alors qu'Athènes inaugure vers le moins 5e siècle, exactement en moins 507, on peut dater l'avènement de la démocratie. Donc au moment où Athènes inaugure la démocratie, en fait on va construire un second Parthénon qui va remplacer le temple originel.
Hein. Et puis là, on va pouvoir lire qu'effectivement, le Parthénon aura une fonction entre donc la religion au sens traditionnel et puis une nouvelle manière de faire la politique qui est justement la démocratie et qui se libérera de plus en plus de la religion au sens en tout cas traditionnel. Donc on en est donc à un second Parthénon qui n'est pas encore celui que vous voyez, puisqu'en fait nous sommes à ce moment-là donc en pleine guerre médique contre donc la Grèce et la guerre aux Perses. Et en fait dans les rebondissements de cette guerre, on connaît la bataille par exemple de Marathon, ce second temple donc, qui précède ce dernier temple sera donc brûlé par les Perses, l'acropole sera prise. Et en fait, les Grecs, après avoir donc pris leur revanche, ne voudront plus feront le serment de reconstruire les autres temples, mais pas ce temple-là, pour se souvenir. Ça peut nous rappeler quelque chose. Les Américains, donc, par rapport donc, aux tours jumelles, ne voulaient pas donc reconstruire donc, le Parthénon pour se souvenir de l'affront qui leur avait été fait et garder mémoire donc, de la menace perse. Bon. Mais finalement, donc, sous l'impulsion justement de Périclès, donc au moment de la démocratie, il réussira donc à faire voter malgré tout une reconstruction donc d'un nouveau Parthénon qui sera donc le dernier, celui qui finira lui aussi par être détruit mais qu'on a là reconstruit, et en tout cas il n'y aura pas de nouveau. Donc il sera donc reconstruit donc en une dizaine d'années pour s'achever donc sa reconstruction en fait au seuil de nouvelles guerres qui seront qui sera celle du Péloponnèse, donc qui opposera donc là cette fois-ci les Grecs à d'autres Grecs, puisque ce sera comment dire, Athènes contre Sparte, avec le renversement d'ailleurs de la domination athénienne, qui avait permis justement à Athènes de s'enrichir et de construire ce temple, puisque donc en fait l'impérialisme athénien donc sera dépassé par Sparte. Alors donc après cette petite ce petit rappel un peu historique, en fait on va reposer en fait des éléments importants de notre questionnement, qui donc s'interroge sur la spécificité donc, de notre identité culturelle, que donc j'ai identifiée à une culture monde. Et donc je propose de poser donc, cette formulation que je vais vous lire, c'est que donc, cette spécificité de notre culture moderne peut se définir donc, de manière paradoxale par notre liberté. On dirait qu'aujourd'hui, notre définition, c'est d'être des individus libres, et qu'il y a d'ailleurs un paradoxe, on le verra, à dire cela, qu'on se définit par la liberté, qui est elle-même indéfinissable finalement. Le second paradoxe, ce sera celui-là, que l'on se définit d'une manière où l'on refuse justement toute définition au sens d'un enracinement donc territorial ou dans le temps, au sens traditionnel, qui serait de répéter donc un passé et donc d'être fermé à toute forme de liberté. Donc la spécificité donc, de notre identité culturelle moderne peut se définir paradoxalement par notre liberté donc, vis-à-vis d'un lieu comme territoire, mais vis-à-vis aussi d'un passé comme héritage. On se libère finalement du territoire donc, pour s'ouvrir à un espace-monde, et on se libère en même temps donc, de ce qui fondait ce territoire comme une identité. Et en fait, en se libérant donc, de ces territoires comme identité, on s'ouvre donc un temps qui est celui donc d'un futur, qui sera le futur d'une liberté justement à construire donc en opposition, ou en tout cas dans une forme de dépassement de tout ce qui serait donc héritage et rapport au passé, donc lui lié à un territoire. Donc nous nous définissons comme ouverts à l'abstraction donc d'un double infini. On peut dire que justement cette ouverture à un espace plutôt qu'à un territoire, ou un futur plutôt qu'à un passé, en fait ça ouvre
comment dire, à l'infini, au sens où le territoire il est fini, l'espace il est infini, c'est celui du monde que l'on a vu de l'espace, mais ça peut être aussi celui de monde qu'on va finir par conquérir en dehors de celui que l'on commence à voir de l'espace, hein, donc la Lune, et puis pourquoi pas d'autres mondes possibles, hein, donc à l'infini d'un espace qui reste toujours à conquérir, hein, cette fameuse nouvelle frontière, hein, qui était à l'origine de la conquête démocratique américaine, hein, l'idée qu'il y a toujours un espace de liberté nouveau à investir, mais dont l'horizon recule toujours plus loin, hein, jusqu'à la Lune et au-delà. Et d'ailleurs, donc, hein, ces visions de la Terre auxquelles nous sommes habitués, en fait, les premières qui ont été réalisées en dehors de cartographie, hein, qui pouvaient justement donc se projeter dans cette possibilité-là, hein, se sont faites justement au moment de la conquête de la Lune. Donc un espace donc, infini donc, nous définit comme espace de liberté, et il s'oppose donc à un lieu donc, limité à défendre, comme pouvait l'être aussi donc, l'Acropole. Et puis donc la deuxième manière de nous définir donc, par l'infini, hein, ce double infini, c'est par rapport au temps. Donc l'infini d'un temps opposé à toute finitude, hein, d'un passé déterminé, et qui serait donc en tant que déterminé à répéter comme un héritage, hein, comme une tradition qui fonderait notre identité, mais qui limiterait justement, hein, toute cette liberté qui fonderait notre culture occidentale. Alors en fait, on a ce paradoxe, hein, nous nous déterminons, hein, celui dont je parlais, hein, nous nous déterminons